Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Sur mon chemin, je suis tombé sur cette carte postale, ce n'est peut-être pas anodin, qui dit personne ne sortira de cette salle avant que nous n'ayons pu répondre à ces deux questions. Qui a organisé cette réunion et dans quel but? C'est un message pour Daniel Ibanez et toute son équipe. On va continuer avec quelque chose de plus léger. Extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Vous étiez au courant? Si c'était appliqué, ça se saurait, non? Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. C'était à l'époque où la monarchie des GAFA n'existait pas encore. La société britannique Cambridge Analytica est accusée d'avoir récupéré, sans leur consentement, les données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et si cela se savait en Turquie, en Syrie, à quand l'appli des droits de l'homme? Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Et toutes les zones de non-droit, entre autres, que l'on connaît, y compris en France. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Ça, c'est génial pour les lanceurs d'alerte. C'est l'assurance vie pour les lanceurs d'alerte. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Tout reste à prouver encore.
C'est un texte de Václav Havel, écrivain sorti de prison pour être élu président de Tchécoslovaquie et prix Nobel de la paix. Il faut dire la vérité. Plus personne ne croyait au système de mon pays, mais on nous demandait de faire semblant d'y croire. D'un côté, les slogans tonitruants sur le développement. De l'autre, la grisaille et le vide d'une existence qui se réduit à faire des courses et paraître. Du sommet du pouvoir tombe un conseil réaliste. Ne t'occupe pas de politique, c'est notre affaire. Tais-toi et travaille dans ton coin. Ne t'occupe que de toi-même et tu seras heureux. Notre pays ne fleurit pas. L'air y est devenu irrespirable. Le pire est surtout ce que notre âme est devenue. Nous sommes malades moralement, parce que nous sommes habitués à dire blanc et penser noir. Ce triste héritage n'est pas quelque chose légué par un parent lointain, mais aussi quelque chose que nous avons nous-mêmes commis contre nous-mêmes. C'est nous seuls qui pouvons nous priver de notre identité, par la dégradation de la langue que nous utilisons, par l'architecture minable que nous laissons réaliser, par le manque de respect pour notre paysage culturel, par notre manière de consommer. Il faut juste dire la vérité. Václav Havel. C'est un texte de Günther Anders, dont on sait qu'il a été le premier mari de Hannah Arendt, dans l'obsolescence de l'homme. C'est un ouvrage qu'il a écrit dans les années 50. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Günther Anders, L'obsolescence de l'homme, 1956. Stéphane Hessel,
Le motif de la résistance, c'est l'indignation. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Les banques désormais privatisées se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important. Et la course à l'argent, la compétition autant encouragée. Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort, engagé. On rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948 sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à le conquérir. Stéphane Hessel, indignez-vous. C'est un poème de Martin Niemöller, qui est un résistant allemand. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. Martin Niemöller, 14 janvier 1892. Né en 1892. 6 mars 1984 est un pasteur et théologien allemand. Il a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Martin Niemöller. C'est le témoignage d'une infirmière, d'une aide-soignante, qui a publié ce courrier sur le site infirmière.com. Et elles ont été reprises dans rue 89. Son nom ici, elle s'appelle Malika, ancienne aide-soignante. Je demande pardon de ne pas avoir eu la force de porter ce corps avec grâce. Je demande pardon de ne pas avoir compris la parole de l'ancien qui bafouillait, parfois dans une langue étrangère. Je demande pardon car je ne pouvais répondre à leurs demandes. Je demande pardon car je leur servais cette nourriture toxique et je les ai parfois forcés lors de l'administration des médicaments. Maltraitance, c'est le mot que j'emploie. Je demande pardon de les avoir laissés dans leur fauteuil, abandonnés à leur triste sort, sans activité, sans compagnie, sans compassion, abandonnés à leur triste sort de vieillir seuls. Je demande pardon pour le manque de disponibilité. Je demande pardon d'avoir perdu patience. Je demande pardon pour le temps que je n'ai pu prendre pour écouter, car le temps me pressait. Je demande pardon de ne pas avoir eu le temps de faire un soin de bouche ou tout autre soin qui semblait nécessaire. Je demande pardon de ne pas avoir pu soulager leur souffrance, tant morale, physique qu'émotionnelle. J'ai pleuré toutes mes larmes face à ces situations inhumaines
cette maltraitance. C'est le mot que je décide d'employer. Je demande pardon pour ces larmes qui coulaient pendant le soin, car j'étais démuni, alors que j'assistais cette personne qui avait tant besoin de moi et de ma force. Je ne pardonne pas au pouvoir public, aux directions, aux travailleurs de la santé, cette hypocrisie constante, le fast-food du soin. Beaucoup font tout leur possible pour changer cela. J'en suis bien consciente. Je ne te jette pas la pierre à toi, qui te bats chaque jour pour améliorer ces conditions, qui donne tant d'amour à ces êtres. Un simple sourire, une parole douce, toute ton écoute. Mais nous savons bien que cela est insuffisant. Comment aider nos personnes âgées si le temps nous est à ce point compté? Le personnel jamais remplacé. En 20 minutes, je devais laver, retourner, laver complètement, écouter, ressentir, comprendre, accueillir les douleurs morales et physiques, les douleurs émotionnelles. On me demandait un abattage, telle une industrie de nettoyage d'êtres humains qui doit faire son chiffre. Et ce sans prendre en considération toute l'entièreté que constitue cet être, sans offrir de prestations supérieures. Le fast-food du soin. Le client, le résident, j'ai cru qu'il aurait droit à des prestations différentes. Mais le seul but était de faire du chiffre, en réduisant les coûts, comme toute bonne entreprise qui cherche à gagner plus. Mais il s'agit d'êtres humains et de leur santé. Comment puis-je garder mon intégrité dans ces conditions? Alors je suis lâche. J'ai le courage d'abandonner cet emploi qui ne correspond pas à mes valeurs profondes. Je culpabilise de cet abandon et je me demande pardon. Malika, aide-soignante.
C'est un extrait d'un ouvrage qui s'appelle « La science a servi » de Annie Thébault-Monny. Les collusions mortifères entre industriels et chercheurs. Henri Pézera est physico-chimiste et toxicologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, fut mon compagnon de vie et de lutte pendant 25 ans. Nous avons uni nos expériences humaines et scientifiques en contre-pouvoir de ce que dans un article paru en 1985 nous avions appelé la recherche captive. Henri est décédé le 16 février 2009, laissant de nombreux écrits et un projet de livre inachevé, en un livre restituant son expérience d'expert citoyen. Il est mort au terme d'une longue lutte contre de multiples problèmes de santé, accomplissant en tant que citoyen, scientifique, militant. Il a façonné son histoire et la mienne, l'un et l'autre, lui comme physico-chimiste ayant choisi la toxicologie, moi comme sociologue de la santé. Nous avons mené des carrières de chercheurs en santé publique et avons toujours considéré que nos recherches scientifiques devaient pouvoir servir de support à l'action contre les atteintes à la santé, dans l'activité du travail, dans un contexte environnemental dominé par les risques industriels. Écrire ce livre, c'est restituer des fragments de cette histoire commune. C'est donner à voir comment nos luttes se sont inscrites dans l'accord profond, qui nous a permis de surmonter ensemble les difficultés, de nous soutenir dans cette forme de résistance de tous les instants, que constitue le fait d'aller à contre-courant de la recherche officielle. Ce n'est pas simple. Étant dans l'institution, il faut satisfaire à ses exigences, en particulier concernant l'évaluation scientifique. Il faut passer par la reconnaissance par les pairs. Les critères selon lesquels une recherche est jugée sont ceux de la science officielle. Le champ scientifique a ses règles en termes de rigueur, mais aussi de paradigmes, d'hypothèses à construire et vérifier, de confrontation avec les connaissances déjà produites. Cette disqualification, nous l'avons connue parce que nos travaux étaient souvent loin des thèmes dits porteurs, de crédit, de prestige, pour tout dire d'excellence. Que nos méthodologies étaient en rapport avec des questions complexes et que nos résultats se révélaient souvent dérangeants. Ils l'étaient en effet. Car nous avons toujours refusé de dissocier notre démarche de chercheurs de l'ancrage dans une coopération avec ceux, individus ou collectifs, que nous pouvons considérer comme des sentinelles de la santé. La découverte de contaminations dangereuses, une épidémie de cancer chez les ouvriers de telle ou telle usine, la survenue de cas de suicide liés au travail. Là se situait pour nous la demande d'une production de connaissances pour l'action à laquelle nous voulions consacrer notre travail scientifique. Surtout ces travaux dérangeaient, parce qu'ils contribuaient à construire des contre-pouvoirs face à la mise en danger sur les lieux de travail. Nous avons aussi fait le choix de consacrer du temps à encadrer et soutenir de jeunes chercheurs en formation. Travail indispensable à la venue de nouvelles générations sur les terrains qui ont été les nôtres. Nous avons voulu prendre le temps non pas seulement d'une valorisation scientifique de nos recherches, mais d'une pratique de coopération avec les ouvriers, les salariés, les collectifs militants, pour une appropriation de nos résultats par ceux à qui ils sont utiles. Faisant cela, nous avons tourné le dos à l'inflation quantitative de publications dans les revues quasi-confidentielles et élitistes de nos disciplines respectives. Nous avons privilégié les revues interdisciplinaires plus accessibles à un lectorat scientifique. Surtout, nous avons tiré parti de toutes les occasions permettant de rendre visibles et intelligibles dans le débat public les résultats de nos recherches et les questions soulevées. Ce livre est dédié à Henri en mémoire d'un amour et aussi d'un engagement si pleinement partagé qu'il se prolonge maintenant au sein d'une association qui a pris son nom, avec celles et ceux complices de toujours, qui luttent pour la vie, la santé, la dignité, la justice. Pour le grand homme, le grand lanceur d'alerte que fut Henri Pézera, pour et comme lanceur d'alerte, Annie Thébault-Monny, la science a servi. C'est un texte qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde » de Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique se développe une éponge marine en verre. On l'appelle fleur de Vénus. Elle peut atteindre 15 cm de hauteur. Les chercheurs s'intéressent à elle à deux titres.
D'abord sa structure, tout à fait singulière, faite de couches de verre reliées par une colle organique et des arêtes en spirale, la rend extrêmement résistante, au-delà de ce que nous savons faire artificiellement. Le second point est déroutant. Alors que nous draguons les deltas du monde pour récupérer le plus de sable possible, denrée devenue rare, afin de fabriquer du verre à base de silice pur, cette éponge de mer nous nargue en produisant un verre plus résistant que le nôtre avec de la silice dissoute dans l'eau de mer. Nous croyant à la pointe de la technologie, nous n'en sommes même pas aux prémices. Une simple éponge marine arrive à faire à température ambiante mieux que nous à 1700 degrés Celsius. Elle nous met, passe-moi l'expression, la misère. Les technologies inventées par la nature ne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil. Elles sont résilientes, ne produisent pas de déchets. Il a d'ailleurs fallu que l'homme commence à jouer avec les matériaux et développe de nouveaux polymères pour inventer le concept de déchets. Cela n'avait jamais existé auparavant dans la nature. L'autre exemple se déroule dans les champs. Le poireau, comme toutes les plantes, compte plusieurs sortes de menaces. Parmi les ravageurs qui l'affectionnent figure la mouche du poireau, appelée également mineuse. Apparu en 2003 en France, le traitement en CID, en produits chimiques, en molécules chimiques, développé par les industries phytosanitaires pour la combattre n'est pas encore prêt. Mais nul doute qu'il regorgera de bons perturbateurs endocriniens qui mettront des années à être reconnus comme dangereux. Ce qui est cocasse, c'est que la solution n'a pas besoin d'être chimique ou potentiellement toxique pour l'homme. Il suffit juste de ne pas raisonner monoculture et de cultiver des plantes associées, comme nous le montrent les écosystèmes naturels, qui sont toujours diversifiés. En l'occurrence, des expérimentateurs en herbe ont remarqué que l'odeur de la carotte agissait comme répulsif de la mouche du poireau. Planter des rangées de carottes au milieu des champs de poireaux permet donc de limiter les attaques et de se passer de produits chimiques. Et tu sais quoi? La nature est bien faite puisque la carotte a aussi sa mouche, qui elle déteste l'odeur du poireau. Ainsi, en travaillant avec la nature et non contre elle, on réalise que les solutions sont là, sous nos yeux, et qu'elles se révèlent souvent plus simples et moins coûteuses en énergie que nos inepties. Après, nous sommes d'accord. Si c'est dans la nature, c'est potentiellement gratuit. Et aucune industrie n'en tirerait profit. Donc, on feint de ne pas voir la solution, on la dénigre, ou pire encore, on l'interdit. Ce fut le cas avec le purin d'ortie, réautorisé grâce à la mobilisation citoyenne après 10 ans d'interdiction. Chance que n'a toujours pas le purin de fougère, puissant insecticide toujours prohibé grâce au travail des lobbyistes, vigilants quant aux chiffres d'affaires de leurs phyto-industries d'employeurs. Des exemples comme ceux-ci qui nous rendent plus humbles face à la puissance du vivant, on peut en écrire des centaines. Cela s'appelle le biomimétisme. Ça, c'est de l'espoir. À tous ceux qui ne donnent de la valeur à la terre que quand elle est bétonnée, artificialisée. Et puis en l'honneur des citoyens marseillais qui nous alertent sur ce que deviennent nos villes à force d'intérêt et de spéculation. C'est un test de Jean-Louis Fournier qui s'appelle Le Promoteur. Un jour sans vent, le promoteur a regardé la mer. Elle était basse. Elle découvrait des kilomètres carrés de sable. C'était la grande marée. Il a pensé à toute cette surface inutilisée, cette place perdue. Il a pensé à tout ce qu'il pourrait gagner sur la mer. Il a imaginé des rocades, des tours, des résidences pieds dans l'eau, des avenues à perte de vue, des marinas. On a perdu la vue sur la mer. Les crevettes se sont tirées et les coquillages ont été murés vivants dans le béton. Quand je suis sur le petit morceau de plage qui reste, je vois encore entre les voitures un peu la mer. Je ne l'entends plus. J'entends les scooters des mers. Dans promoteur, il y a moteur. Le promoteur à explosion, il n'est plus là. Il est parti très loin, rechercher la solitude et le silence, dans des pays magiques où la mer s'étale sur des plages infinies. Il regarde la mer. Il pense à toute cette surface inutilisée, cette place perdue, à tout ce qu'il pourrait gagner sur la mer. À force de vouloir gagner sur la mer, on perd la mer.
Jean-Louis Fournier. C'est un très court texte, extrait d'un livre de Arundhati Roy, Une des consciences de l'Inde, dans un de ses livres qui s'appelle « Que devons-nous aimer ?» Elle raconte sa rencontre avec un représentant du ministère de l'Intérieur indien qui lui explique que dans les peuples autochtones ont une manière radicale de résister aux grandes compagnies minières, pétrolières et autres. Ce sont très souvent des gens illettrés, dit-elle, mais qui lisent parfaitement le ciel et la terre. Ce sont les plus radicaux, comme s'ils étaient à l'abri de l'endoctrinement orchestré dans le monde d'aujourd'hui. Alors elle parle avec le représentant de l'ordre et qui lui dit, mais le problème avec ces peuples autochtones, c'est qu'ils ne comprennent pas l'appât du gain. À moins qu'ils ne deviennent avides, je ne sais pas comment on peut s'y prendre, ou alors il faut les détruire complètement. C'est sans espoir pour nous. Et Arundhati Roy lui dit, mais alors que faut-il faire à votre avis? J'ai dit à mon patron, dit-il, de retirer les forces de l'ordre et d'installer plutôt une télévision dans chaque foyer. Si on installe une télévision dans chaque foyer, tout se réglera automatiquement. Eux et leurs enfants apprendront l'avidité. Je rajoute, il voulait dire par là que regarder la TV donc leur apprendrait l'avidité. S'ils apprennent l'avidité, ils céderont comme tous les autres. Effectivement, si l'ultime valeur c'est l'argent, eux aussi céderont. L'argent ne sera plus instrument, serviteur, ce sera le maître. C'est une radiographie du monde actuel. Que l'on a bien intérêt à nous cacher, bien évidemment, le sens du sacré qu'ils ont, la terre, dans leur communauté, dans leur village, sont des remparts contre tout cela. Et nous, est-ce que nous avons appris l'avidité? Est-ce que nous sommes conscients du mensonge de l'avidité? Qu'est-ce qui nous vend ce mensonge-là tous les jours? Car l'avidité n'est pas notre nature profonde. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. En fait, ce n'est pas notre nature profonde qui est déformée. Ce sont nos routines, nos fonctionnements, nos conditionnements, nos illusions, nos souffrances. Dans un monde qui nous ment sur le bonheur, sur les valeurs et sur nos véritables intérêts. On nous fait croire que l'avidité serait naturelle, inévitable, fatale. Mais en fait, nous entrons dans l'avidité parce que nous sommes appauvris, affamés d'un essentiel qui nous manque, un peu comme la violence. Elle est le problème dont elle prétend être la solution. Le mensonge de l'avidité nous ronge, nous déforme, nous déboussole, nous désoriente. C'est en son nom, sous sa gouvernance, que nous choisirons tel ou tel geste, tel ou tel chemin, tel ou tel projet. Par là même, le mensonge de l'avidité corrompt beaucoup de nos actes, de nos décisions, de nos comportements. Parce que nous cédons tout notre pouvoir à la seule priorité de l'argent, victime d'une addiction qui entretient le cercle de notre insatisfaction permanente. Comment traverser cette société-là? Cette société qui ment sur le bonheur. On entend souvent dire, on nous vend tous les jours ce précepte, la fin justifie les moyens. Donc si la fin c'est l'argent, et si ce n'est plus seulement un outil, un serviteur, mais un maître, tous les moyens sont bons pour accéder à ce maître absolu, ce maître qui corrompt nos actes par la seule loi du marché et du profit. Pourquoi aurions-nous perdu cette boussole, cette conscience? Vous êtes la preuve et les lanceurs d'alerte sont la preuve que nous sommes capables de la retrouver. Je vais vous lire un petit extrait de ce livre de Srdja Popović qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Ce livre est un petit trésor. Popović est quelqu'un qui a contribué au renversement de Milosevic, donc un régime sanglant, par un mouvement non violent dans les années 2000. Et le titre de ce chapitre, c'est « Rire jusqu'à la victoire ». En nous regardant les uns les autres, lors d'une de nos réunions, nous avons compris que nous étions des gamins. Au lieu de réfléchir aux moyens que nous disposions, nous nous sommes fixés sur tout ce que nous n'avions pas. Nous n'avions pas d'armée, nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous n'avions pas accès aux médias.
qui étaient tous sous la coupe de l'État. Le dictateur, nous l'avons compris, possédait à la fois une vision et les moyens de la réaliser, et notamment la capacité à instiller la peur chez tout le monde. Nous avions une bien meilleure vision pour l'avenir, mais pensions, nous, en cette soirée, aucun moyen de la transformer en une réalité. C'est alors que nous vint l'idée du baril souriant. Le baril souriant. L'idée était vraiment très simple. Lors de notre tour de table, quelqu'un n'avait cessé de répéter que Milosevic n'avait gagné que parce qu'il faisait peur aux gens. À quoi un autre avait rétorqué que la seule chose capable de venir à bout de la peur, c'est le rire. C'était l'une des réflexions les plus sages que j'ai jamais entendues. Les Monty Python avaient toujours été à côté de Tolkien dans mon panthéon personnel. Je savais fort bien que l'humour ne nous fait pas seulement glousser, il nous fait aussi réfléchir. Nous avons donc commencé à nous raconter des blagues. Au bout d'une heure, nous étions parvenus à la conclusion que le meilleur remède contre le régime pouvait fort bien être quelques bons éclats de rire, sur quoi nous sommes passés à l'action. Sur un chantier voisin, nous avons récupéré un vieux baril. Nous l'avons livré au designer officiel de notre mouvement, mon meilleur ami Douda, le concepteur du point fermé d'Okpor, qui est le mouvement de Popovic. Sa mission, y dessiner un portrait réaliste du leader tant redouté. Douda fut ravi de s'exécuter. Le surlendemain, quand nous sommes revenus, nous avons trouvé un Milosevic sur baril, souriant, d'un large et mauvais sourire, le front marqué de nombreux points de rouille du vieux fût de métal. C'était une figure si comique que même un bébé de 2 ans l'aurait trouvé drôle. Mais ce n'était pas tout. Nous avons alors prié Douda de peindre un énorme écriteau disant « Cassez-lui la figure pour 1 dinar ». 1 dinar, à l'époque, équivalait à peine à 1 centime d'euro, ce qui en faisait une proposition très abordable. Puis nous avons embarqué l'écriteau, le baril et une batte de baseball, direction la rue Mihailova, la grande arène piétonne de Belgrade. Au croisement sur la place de la République et l'avenue Mihailova est toujours bondée de gens qui font leurs courses et de passants. C'est là que tout le monde vient faire du lèche-vitrine ou boire un coup avec des amis. Nous avons déposé les objets au beau milieu de l'avenue, en plein cœur de l'action, et nous sommes repliés dans un café proche, l'Empereur de Russie. Les tout premiers passants qui remarquaient le baril et la pancarte semblaient désarçonnés. Ils ne savaient pas très bien quoi faire de cet affichage éhonté de dissidence posé en plein boulevard. Les 10 premiers passants partirent plus détendus. Certains esquissèrent même un sourire. L'un d'eux alla jusqu'à prendre la batte de baseball et la balancer quelques instants avant de la reposer et de filer en vitesse. Puis vint le moment que nous attendions tous. Un jeune homme à peine moins âgé que nous se mit à rire tout haut, fouilla ses poches, y pêcha 1 dinar et le jeta dans la fente ménagée à cet effet en haut du baril. Puis il prit la batte de baseball et d'un swing gigantesque frappa la figure de Milosevic. On dut entendre le choc résonner à 5 rues de là. Notre jeune homme avait dû se dire qu'avec toutes les radios et tous les journaux indépendants de Belgrade qui n'arrêtaient pas de critiquer le gouvernement, cabosser un baril avait peu de chances de lui valoir une peine de prison. Cette action, à ses yeux, présentait un degré de risque acceptablement bas. Et une fois qu'il eut lancé le premier coup sur la figure de Milosevic, d'autres se dirent qu'il pourrait fort bien en faire autant, également à faible coût. Ils obéissaient à la fois à la pression de leur père et à une mentalité de meute. Bientôt, une bande de badauds curieux faisait la queue pour prendre leur bout de batte de baseball et frapper le baril. Les passants s'arrêtèrent d'abord pour regarder, puis ils commencèrent à désigner l'objet du doigt avant de se mettre à rire. Sous peu, des parents encourageaient leurs enfants trop jeunes pour se servir de la batte de baseball à taper dans le baril avec leurs petites jambes. Tout le monde s'amusait follement. Et le bruit des coups sur le baril résonnait jusqu'au parc. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les dinars s'étaient mis à pleuvoir dans le tonneau et le chef-d'œuvre du pauvre Douda, le mufle grave de M. Milosevic, était tabassé au-delà de toute reconnaissance par une foule enthousiaste et joyeuse. Pendant ce temps, mes amis et moi étions assis à la terrasse du café, sirotant des doubles expressos et nous tordant de rire. C'était trop drôle de voir tous ces gens se lâcher sur notre baril. Mais nous savions que le meilleur restait à venir. Le meilleur, ce fut le moment où la police arriva. Cela prit 10 à 15 minutes. Une voiture de patrouille s'arrêta et 2 flics grassouillaient
en sortir pour venir considérer la scène de plus près. C'est ce jour-là que j'ai pu vérifier que la première fois, tout l'intérêt de notre jeu bien-aimé, dans la peau d'un flic. Le premier réflexe des policiers, je le savais, serait d'arrêter les gens. En général, bien sûr, ils arrêtaient les organisateurs de la manifestation, mais nous n'étions nulle part en vue. Cela ne leur laissait qu'une alternative. Soit ils arrêtaient les gens qui faisaient la queue pour frapper le baril, y compris les garçons de café proches, des filles hyper mignonnes tenant des sacs de course et une flopée de parents avec leurs enfants, soit ils se contentaient d'embarquer le baril. S'ils choisissaient les gens, ils provoqueraient une émeute. Rien dans la loi, en effet, n'interdit de s'acharner contre un cylindre de métal rouillé. L'arrestation massive d'innocents badauds est le moyen le plus sûr pour un régime de radicaliser même ses citoyens les plus apathiques, ce qui finalement ne laissait à nos Pandores qu'un seul choix, embarquer le baril. En quelques minutes donc, les deux policiers ont chassé les badauds à coups de pied, pris position de part et d'autre du répugnant machin et l'ont hissé dans leur fourgon. Un de nos amis photographes pour un petit journal d'étudiants était présent pour immortaliser la scène. Le lendemain, nous nous sommes arrangés pour diffuser largement ces photos. Notre coup d'éclat fit la couverture de 2 journaux d'opposition. Une publicité dont nous n'aurions jamais eu les moyens de nous payer. Ces photos valaient tous les discours. Elles disaient en un clin d'œil que la police redoutée de Milosevic n'était en fait qu'une bande de blaireaux comiques et ineptes. J'aime cette histoire de baril. C'est en général l'une des premières que les formateurs de Canvas racontent aux aspirants activistes. Et chaque fois, la réaction est de plus en plus la même que celle de nos amis égyptiens en leur temps, quand je leur avais annoncé place de la République. Ça ne marchera jamais là d'où je viens. J'ai 2 choses à répondre à cela. La première est une citation de Mark Twain. L'espèce humaine dispose indéniablement d'une arme très efficace, le rire.
le temps qui nous était imparti est, je crois, dépassé, non? Est-ce que Daniel Ibanez est par là? Est-ce qu'il y a un contrôleur de... Oui. Je vais appeler Daniel Ibanez. Je voulais remercier Imouvrini tout personnellement parce que vous nous avez invités sur un événement à Bastia et ça a été 2 jours d'une grande humanité, d'une grande chaleur humaine. Vous nous avez invités à votre concert à Bastia et je voulais encore vous en remercier. On a pu échanger pendant une journée sur le lancement de l'alerte. Et comme je le fais d'habitude, et je voulais absolument prendre la parole parce que je voulais vous présenter mes excuses. Comme je le fais d'habitude, je dis que la meilleure protection des lanceurs d'alerte, c'est que chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, utilise, exerce ses droits de citoyen et que c'est en exerçant ses droits de citoyen, c'est-à-dire en publiant des informations d'une gravité telle qu'elles nécessitent une réponse urgente de la société, pour réparer les dysfonctionnements qui existent. Et j'avais dit, voilà, c'est ça la véritable protection des lanceurs d'alerte. Je m'en excuse parce que ce propos doit être limité, parce que la question n'est pas la même quand on a le risque d'avoir un pistolet sur la tempe. Merci. Merci à tous. Merci. On va faire une photo. Venez.